Est-ce que vous saviez qu'un avion chinois a détruit un F-16 de la Air National Guard, indirectement si je puis dire, au-dessus de la Louisiane? Alors c'est fait absolument incroyable, on remonte au 23 mars 2022 et la manière dont je vous les ai présentés est légèrement capillotractée, il faut avouer. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le fameux avion chinois dont je vous parle, c'est un Cirrus. Or, depuis 2011, Cirrus, compagnie un peu plus américaine, qui vend plus de 50% des avions d'aviation générale, a été racheté par China Aviation Industry et il s'avère que c'est une filiale de la holding d'État Avic qui gère également les avions de chasse chinois. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, eh bien sachez qu'un an après ce rachat, c'est la France et l'armée de l'air et de l'espace, mais également la marine nationale, qui ont décidé que tous nos élèves pilotes allaient commencer par faire du Cirrus SR-20, SR-22, sino-américain, si vous voulez. Allez, ça c'était une entrée en matière légèrement provoque. Ce que je vous propose plus sérieusement, c'est de voir comment une patrouille de 2 F-16 de la National Guard en mission d'entraînement à l'interception se sont mis à complètement prendre leurs aises par rapport au texte de temps de paix qu'ils sont censés respecter et que tout ça, mis bout à bout, a amené à l'éjection du numéro 2 dans des conditions assez incroyables. Et juste avant que l'on attaque notre mission du jour, je vous propose de vous présenter un partenaire que vous connaissez sur cette chaîne, qui n'est autre que Oli. Alors Oli, ils vous veulent du bien. Pourquoi est-ce qu'ils vous veulent du bien? Parce qu'ils veulent vous amener une autre voie pour vous réhydrater, pour boire et également pour garder de l'énergie. Ils ont 3 grandes gammes. La première gamme, c'est l'Ice Tea. Si vous n'aimez pas boire de l'eau, peut-être que vous voulez un petit goût dedans, ils vous proposent de multiples goûts et vous avez également toute une gamme pour, pourquoi pas, remplacer le café, le tout sans taurine et sans sucre et avoir de l'énergie toute la journée. Ma gamme préférée, c'est la gamme hydratation. Pourquoi ma gamme préférée? Parce que j'aime bien faire pas mal de sport et qu'il faut s'hydrater, qu'il faut boire et qu'au bout d'un moment, moi j'aime bien boire autre chose que de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. À partir de là, on va avoir un goût sympa, on va avoir du magnésium, on va avoir du potassium, on va avoir du zinc, des vitamines B6, B12, le total sans sucre. Et en plus, on réduit les emballages, parce qu'avec un pot comme ça, on évite 50 canettes. D'un point de vue stockage, c'est également plus qu'appréciable. Vous avez déjà été des centaines à profiter de notre coupon de réduction. Suivez le lien qui est juste en dessous. Avec AT10, vous allez avoir 10% de réduction. Avec AT5, cela vous retire en plus 5 € sur votre première commande. Alors, rejoignez la team et tout à l'heure, pour ma séance, je vais utiliser ce goût coco. Alors, posons un tout petit peu les protagonistes. Il s'agit de Shield 5.1 et 5.2. C'est leur indicatif radio et ces Shield appartiennent au 138e Fighter Wing qui englobe environ 1200 personnels et pour être précis, au Fighter Squadron numéro 125 qui appartient donc à la Garde nationale américaine qui est basée en Oklahoma à Tulsa. Or, depuis des années, ils participent à l'opération Noble Eagle et ont un détachement permanent au Texas sur la base de Ellington Field Joint Reserve Base et les pilotes y tournent pour des durées de 3, 4 ou 7 jours afin de protéger le Golfe, nouvellement appelé Golfe des Amériques, dans le cadre de la protection de l'espace aérien américain, le fameux NORAD. Pour faire simple, leur mission serait d'intercepter tout avion qui pose un problème pour la sécurité de l'espace nord-américain. C'est l'équivalent de notre posture permanente de sûreté en France. Alors les pilotes qui sont en alerte doivent quand même voler de temps en temps et essayent de faire à minima 7 vols par mois. Ça veut donc dire que pendant leur temps d'alerte, ils vont aller faire des vols d'entraînement. Et ce jour-là, il s'agit justement d'un vol d'entraînement. La patrouille de 2 F-16 Block 42, des F-16 CM, doit décoller du Texas, rejoindre la Warrior MOA. Donc la Warrior MOA, la MOA c'est Military Operating Area, une zone réservée pour les militaires, du côté de la Louisiane, s'entraîner à faire des interceptions et également
à ravitailler sur un KC-135 qui, lui, s'appelle Dixie et vient de Birmingham. Notre patrouille est composée de 2 pilotes expérimentés, tous 2 instructeurs. Le décollage a lieu à 10h23. Ils sont autorisés à rentrer dans la Military Operating Area à 10h35, leur zone d'exercice. Et à 10h43, ils commencent une séparation de 30 nautiques de 50 km pour que Shield 52, l'équipier, puisse faire une interception de Shield 51, le leader, dans un contexte d'entraînement où le leader va simuler être ce qu'on appelle un défecteur, un pilote d'un autre pays qui déciderait de passer au camp américain. Pendant qu'ils font ça, ils sont en coordination avec Fort Polk, qui est l'organisme de contrôle, et Shield 52, notre équipier du jour, va détecter un trafic civil à 1700 pieds QNH en dessous de la zone. Il va rendre compte à son chef et ils vont alors décider de partir en interception impromptue sur cet avion en dessous de la zone d'entraînement. Alors vous l'aurez compris, c'est de notre Cirrus qu'il s'agit et lui est en train de s'entraîner à faire des vols IFR, à voler aux instruments et il est dans le holding pattern, il est dans le circuit d'attente du terrain de Beauregard avec des branches de 4 nautiques, virage droite, nord-sud. Sans aucune coordination avec l'organisme de contrôle, ni avec l'avion civil, la patrouille des Shield va descendre et va vouloir intercepter cet avion pour lire son immatriculation. Dans un premier temps, le leader va passer, va réduire sa vitesse et va rester plus de 90 secondes en dessous de la vitesse minimum autorisée à basse altitude. Il ne va pas réussir à lire tous les chiffres de l'immatriculation, il lui montrera le papa de la fin, il va rendre compte à son équipier, qui est entre elles, qui est derrière, qui a un peu de mal à faire son interception, eh bien parce que notre Cirrus n'est pas coopératif, il est dans son hall, il ne sait pas qui se fait intercepter. Et donc le leader va passer, réduire sa vitesse jusqu'à 166 nœuds, puis dégager par en haut à droite pour aller rejoindre le tanker, et le numéro 2 de son côté, eh bien lui va intercepter le Cirrus, ne va pas respecter les 1000 pieds d'étagement nécessaires dans ce type d'exercice, être seulement étagé de 300 pieds, de 100 mètres, et va décider de sortir ses volets de manière à pouvoir se sustenter à voler plus facilement à basse vitesse. Pour faire très simple, vous avez différents types de volets sur le F-16, et là il a voulu sortir des petits volets pour être plus manœuvrable en dessous de la vitesse autorisée dans ce type d'interception. Problème, après avoir lu sans regarder, il va avec sa main gauche vouloir sortir ses alternate flaps. Problème, plutôt que de rentrer les volets, ce qu'il va faire, c'est passer son système de commande de vol électrique en mode backup. Alors là, automatiquement, vous avez les volets principaux qui rentrent et l'avion va se retrouver à trembler, à bouger un peu bizarrement parce qu'il s'enfonce puisque la courbure de l'aile est en train de se réduire. Il a moins de courbure d'aile, moins de volume pour porter. À partir de là, le pilote croit que son avion est en train de partir hors de contrôle. Il y a dans l'armée américaine la checklist OCF, Out of Control Flight. Pour faire très simple, si votre avion n'est pas contrôlable en dessous de 10 000 pieds en chasseur, généralement, il faut sortir. Notre équipier du jour ne va pas réfléchir très longtemps. 4 secondes après, se soucie au niveau de ses commandes. Il pense que son avion n'est plus contrôlable. Il sort, après, d'après lui, avoir appelé à la radio son leader pour lui dire qu'il sortait et qu'il s'éjectait. Il est alors à 2396 pieds, à 111 nœuds, ce qui est vraiment très très lent pour un chasseur à basse altitude et complètement en dehors de tous les textes. Son éjection va bien se passer, son avion va taper une zone inhabitée, et il va falloir 3 minutes 27 pour que le leader se rende compte que le 2 ne suit pas. Dans un premier temps, il va essayer de l'appeler au bout de 2 minutes, il n'aura pas de réponse. Il va commencer à s'inquiéter un petit peu, il va demander au contrôle qui va dire ne plus le détecter au radar ni au transpondeur, et notre leader va capter sa balise de secours et voir la zone du crash. Il va alors déclarer une urgence à 11h07, demander s'il y a des hélicoptères dans la zone, et coup de chance, il y a un Black Hawk qui se préparait à faire un exercice d'évacuation médicale. Donc ils vont demander à 11h08 si le Black Hawk peut faire la mission, à 11h15 il y a le go, le Black Hawk part sur zone, et au bout de 20 minutes de recherche, va localiser notre pilote éjecté qui a été rejoint par des véhicules. Notre pilote éjecté, de son côté, il a 1384 heures de vol, dont près de 1200 sur F-16. Mais il n'en a pas beaucoup dans les 30 derniers jours. Il a seulement fait 4 vols pour 7 heures totales, et sur les 60 derniers jours, il a fait 7 sorties pour 21 heures de vol, ce qui est quand même pas dingue. Et dans les 3 derniers mois, 15 sorties pour 36 heures. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme le sport. Si vous voulez vous développer en sport, 3-4 séances par semaine, c'est bien. 2, c'est vraiment le minimum. Si vous commencez à faire 4 séances de course à pied sur les 30 derniers jours, je pense que vous êtes d'accord, vous n'allez pas être très très bon. Problématique de l'aviation de combat, c'est ça. Ça reste un sport de haut niveau, il faut s'entraîner régulièrement. À l'époque du Vietnam, les pilotes faisaient 5, 6, 7 vols par semaine. Et maintenant,
à cause de plein de raisons, et notamment du prix des heures de vol et des contraintes budgétaires, on a des pilotes qui volent moins qu'avant et forcément qui sont moins à l'aise. Et accrochez-vous bien, son dernier vol remontait à il y a 13 jours. Et c'était à Tulsa, en Oklahoma. Ça faisait donc 13 jours qu'il n'avait pas volé. Pour aller faire une interception basse altitude à 111 nœuds, forcément, c'est pas des conditions optimales, nonobstant le fait que ce soit en plus interdit. Pour rappel, la réglementation américaine vous donne une vitesse minimum qui n'est pas spécifiée dans le rapport en dessous de 5000 pieds, mais on peut facilement imaginer que c'est aux alentours des 300-350 nœuds. Donc là, voir un avion à 111 nœuds, on est très très loin de la vérité des chiffres qui devaient être affichés par l'équipage. Alors revenons un tout petit peu sur l'enchaînement qui nous a amené à la perte de cet avion de 26 millions de dollars. Dans un premier temps, alors qu'ils sont en train de faire leur exercice, le leader ne perçoit pas le risque de changer sa mission pour aller intercepter un avion en basse altitude. Pourquoi ? Eh bien, principalement parce que c'était quelque chose qui était dans la norme pour son unité. Ils avaient pris l'habitude de sortir de leur cadre légal sans s'en rendre compte. C'est un exemple typique de normalisation de la déviance. Et pour tous les pilotes de l'unité, aller faire de la chasse à vue sur des avions d'aviation générale leur paraissait normal. Premier problème. Deuxième souci, il n'avait pas conscience de la dangerosité de faire son interception sans aucune coordination avec l'avion civil et sans en rendre compte au contrôle aérien qui d'ailleurs leur a fait une annonce alors qu'il se rapprochait de l'avion léger en mode « Attention, il y a un trafic aviation légère, est-ce que vous l'avez bien vu ?» Le deuxième point, c'est autour de leur texte qui apparemment n'était pas bien maîtrisé. Premier texte en frein, on n'a pas le droit de faire une interception sur un avion d'aviation générale comme ça, sans coordination. Deuxième texte, la vitesse minimum qui a été enfreinte par le leader, mais également par le numéro 2. Et troisième point, quand vous faites une interception avec cette géométrie-là, même si c'était coordonné, vous devez, normalement, d'après leur texte, d'avoir au minimum 300 mètres, 1000 pieds de séparation. Et là, le numéro 2 avait 300 pieds, 100 mètres de séparation, ce qui est notre troisième violation du jour. Rajoutez à cette normalisation de la déviance, souci au niveau de la culture, à ces trois violations, eh bien, un manque d'aisance dans l'avion du fait d'une pratique qui n'était pas très soutenue ces derniers temps. Et vous avez le dernier citron. On se retrouve avec le pilote qui touche le mauvais bouton, pas celui de l'intérieur, mais celui de l'extérieur, qui se retrouve donc à avoir un avion qui réagit bizarrement. Et là, sur précipitation, alors qu'il a 2400 pieds, il prend pas vraiment le temps d'analyser, il sort de suite. Et heureusement, il n'y avait personne au sol. Mais si l'avion avait fini sur une école, c'était pareil. Au final, ce qu'on peut retenir de cet événement, c'est que si vous êtes pilote dans l'Air National Guard et que vous survolez votre territoire national avec un F-16, vos chances d'être détruit lors d'une interception par un avion chinois de fabrication américaine sont peut-être très faibles, mais ne sont pas de zéro. Mais blague à part, pour avoir été jeune chasseur fougueux à une époque également, je pense qu'en fait, les gros points à retenir, c'est toute la dichotomie du métier des armes et la dichotomie du métier de chasseur. Vous devez réussir. Alors, j'ai du mal à trouver le terme exact. N'hésitez pas à m'aider si vous voulez dans les commentaires, mais à maîtriser, à contrôler, à dominer, à discipliner ou à dompter votre agressivité, votre ego et votre sentiment de puissance. Et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué pour un jeune homme ou une jeune femme très compétiteur, très compétitrice, qui se retrouve aux commandes de ces avions avec un sentiment de puissance énorme, mais également avec la mission de protéger l'espace aérien. Vous vous sentez un peu comme le shérif, vous savez que vous avez le meilleur matériel et vous avez un sentiment de supériorité par rapport à tout ce qui vole autour de vous qui est assez énorme. Et c'est pas une mauvaise chose, mais cela se doit d'être maîtrisé, contrôlé, dominé, discipliné, dompté, appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que ce que cela fait ressortir, c'est ce combat que doivent mener toutes personnes qui se retrouvent avec ce type de pouvoir contre elles-mêmes. J'en ai déjà parlé dans certaines interviews. Je pense que le sentiment le plus incroyable que l'on ressent au combat, quand on est aux commandes d'un avion avec ces puissances-là, c'est ce sentiment de puissance, ce qui va directement nourrir votre ego. Et si votre agressivité n'est pas dominée, alors on peut se retrouver avec une recette pour le désastre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et d'ici là, fly safe, que ce soit en F-16, en Cirrus ou en ULM. À très vite.